Alors c'est vrai que François Hollande est à l'Élysée encore pour 3 ans, au minimum, et on a l'impression que personne n'imagine que ça puisse durer encore comme ça pendant 3 ans. Est-ce que c'est votre cas, Marcel Gauchet? Bon, il y a une assemblée, elle est élue elle aussi encore pour 3 ans. Le scénario dans lequel nous sommes, quand nous parlons de crise politique, ce n'est pas un scénario de contestation directe et violente des institutions. Absolument pas. Je crois qu'en effet, François Hollande, vraisemblablement, restera à l'Élysée jusqu'au bout de son mandat, sauf catastrophe pour de bon, nouvelle crise économique très grave, comme du type de celle qu'on a connue. Là, on entre dans l'inconnu complet. Donc mais là, il rêve un peu. Tous ces politiques qui pensent qu'il y aura des cohabitations, des élections. Non, mais le pas, comme il a été très justement dit. À part Jean-Pierre Raffarin. Non, mais personne ne le souhaite. La gauche ne veut pas gouverner. La gauche ne veut plus gouverner, sauf ceux qui sont au gouvernement, parce que quand la gauche gouverne, elle se rend compte qu'elle perd toutes les élections locales. Or, les milliers d'élus, en particulier pour les prochaines élections régionales, rêveraient que le pouvoir passe à droite, parce que ça leur permettrait de conserver leurs postes régionaux. Donc, la gauche ne veut pas gouverner, sauf celle qui gouverne. En fait, s'il y avait une cohabitation de droite, ce serait la meilleure chance pour François Hollande d'être réélu à la présidence de la République. Non, ce serait la meilleure chance pour les élus de gauche de conserver leurs postes régionaux et municipaux. Et la droite ne veut pas gouverner, parce qu'elle préfère que la gauche fasse le sale boulot qu'elle n'a pas pu faire, ou pas voulu faire, ou pas osé faire pendant les 20 ans où elle a gaspillé tous les pouvoirs pendant que la droite était au pouvoir. C'est vrai que le Front National qui veut gouverner, et c'est pour ça que je crains beaucoup la victoire de Marine Le Pen. Je crois que la victoire de Marine Le Pen est parfaitement probable, parfaitement possible, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle est la seule qui veut gouverner. Et les Français, ça ne suffit pas. Mais les Français, faut pouvoir gouverner plausiblement. Les Français adorent donner le pouvoir à ceux qu'ils veulent. Oui, ce qui est normal. Et si on ne retrouve pas, à gauche comme à droite, un désir de gouverner, c'est-à-dire un projet qui justifie une raison de gouverner. Pourquoi gouverner si on n'a pas de projet? Si à gauche et à droite, on ne retrouve pas un projet, une ambition, quelque chose qui vous donne du sens, moi je crois que Marine Le Pen sera élue. Le processus auquel nous avons affaire, c'est une décomposition douce. Nous nous enfonçons et nous n'imaginons pas d'horizon qui nous permettrait de nous extraire de cette situation de chômage, par exemple. Questionner les gens, ils pensent qu'il y aura 1 million, 1,5 million, 2 millions de chômeurs de plus dans 3 ans, en 2017. Parce que où sont les ressorts qui nous permettraient d'échapper à cette érosion du tissu économique français dans les conditions, notamment européennes, dans le cadre de l'économie internationale où nous vivons? Parce que c'est ça, au passage, que Jacques Attali omettait tout à l'heure dans le tableau enchanteur d'un monde où chacun décide de son destin. Comment n'y pas souscrire? Mais qu'est-ce que c'est que l'économie internationale aujourd'hui? C'est pas vraiment le cadre qui permet... Pas du tout vrai. Qui permet de s'épanouir individuellement. Absolument pas. C'est l'univers dominé par les multinationales. Pas du tout vrai. Dans les centaines de millions de gens auxquels je pense et que je côtoie quand je travaille là où je travaille, il y a des centaines de millions de gens qui sont dans des milieux extraordinairement modestes et qui décident de se trouver, de se chercher et qui n'en ont rien à faire du reste du monde. Parce que personne ne s'intéresse à eux pour de bon. S'ils ne se débrouillent pas tout seuls, ils sont morts, voilà. Ça on est bien d'accord. Voilà. Et ils se trouvent. Très souvent, ils trouvent. Mais c'est pas eux qui font la loi. C'est pas eux qui font la loi dans un monde impitoyable, ils font leur vie, dominé par des forces peu gigantesques. Importe, ils font leur vie, c'est quand même plus important. Oui, c'est important. Mais voilà. Donc nous sommes, c'est cet étau où nous sommes enfermés dans des pays très riches par ailleurs, ce qui amortit le choc et ne donne pas une impression dramatique. Nous n'avons plus affaire aux damnés de la terre de l'international. Ça explique beaucoup de choses dans le climat relativement apaisé de nos sociétés, mais il y a une angoisse collective devant un avenir qui ne peut s'annoncer que pire que le moment où nous sommes, et sans que nous ayons une prise pour le modifier en quoi que ce soit. Les paramètres nous échappent. C'est quand même étonnant de se plaindre du chômage alors que le cadre de l'Union européenne nous condamne au chômage. Le fait de nous imposer une banque centrale indépendante dont la lutte unique est contre l'inflation. Quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Il n'y a pas... tous les banquiers du monde le savent. Mais c'est le contraire. Mais c'est le contraire. C'est écrit dans les statuts, tant dans la Banque centrale américaine que dans les statuts de la Banque centrale européenne. Elle se bat juste contre l'inflation. Absolument pas. Si vous aviez lu son statut, vous sauriez que la mission de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation et pour la croissance. Pas du tout. Ça, vous confondez avec l'américaine. Non, monsieur, vous n'avez pas lu les statuts. C'est une blague. Dans les statuts de la Banque centrale. Vous n'avez pas de quoi vérifier, là. Je vous renvoie aux statuts. C'est extravagant. Les statuts de la Banque centrale européenne prévoient clairement
que la mission de la Banque centrale est de lutter contre l'inflation Et c'est tout. dans le c'est cadre du préambule du même traité qui définit la Banque centrale, qui lui-même donne comme mission de lutter contre le chômage et pour la croissance. C'est écrit noir sur blanc. Absolument pas. Eh bien, vous n'avez pas lu. On doit faire en ce moment même Non, mais du c'est très simple. fact-checking. Non, mais attendez, mais on va ajouter les choses. Ah oui, non, Il mais là, suffit, là, faut le pour préciser. être encore C'est- plus concret, écoutez le discours qu'a prononcé M. Draghi, l'actuel gouverneur de la Banque centrale, il y a 2 jours, et le même Goldman discours qu'il a prononcé 8 jours avant aux États-Unis, dans lequel il a dit il est essentiel de lutter contre le chômage. C'est fondamental. Mais là, Et il discute, mais sa règle, c'est de se battre contre l'inflation. Non, Et c'est ça qui absolument manque pas. à nos Il a chômeurs. dit exactement le contraire hier. Vous connaissez les Il a dit exactement le contraire avant-hier. Il a dit l'inflation est trop basse. Mais il l'a dit. il blabate. Mais sa Non, mission non, unique. non, absolument pas. Il a dit exactement le La règle, contraire. c'est de se battre contre l'inflation, mais Mario Draghi, qui est quand même pas un bourricot, a bien compris que la situation était très grave. Et donc, il est c'est pas la règle, hein. comme au-delà du fait qu'il est un banquier, on lui a donné suffisamment de pouvoir pour qu'il devienne, lui, un véritable homme politique, il fait des choix. Qui sont conformes au traité. Il fait des choix Absolument audacieux. d'accord. Mais à un moment donné, il va probablement se retrouver confronté à l'Allemagne, qui, elle aussi, a le désir de maîtriser son destin. C'est un des derniers pays qui a un peu, en Europe, auquel il reste une volonté de maîtriser son destin. Et ces deux-là, Merkel et Draghi, risquent à un moment ou un autre de s'affronter. Eh bien, je vous Parce donne que la rendez-vous Banque dans centrale- 1 an, et dans 1 an, l'Allemagne sera ralliée. Non, mais- Dans 1 an, l'Allemagne sera ralliée aux positions de Draghi et de l'Union européenne, qui est d'une position de croissance et d'aller vers beaucoup plus position d'inflation. de l'Union européenne est une Évidemment, position de elle, croissance. elle ira vers ça. Dans 1 an, elle ira vers ça. Parce que l'Allemagne a compris. Bah écoutez, moi je prends le L'Allemagne rendez-vous. Alors vraiment, a je prends le compris qu'elle rendez-vous. était l'homme malade. Les chiffres qui vont sortir vont montrer que l'Allemagne va très mal, que sa croissance est très basse, qu'elle ses est très salaires sont menacée. très bas. Et l'Allemagne va rejoindre le consensus entre la France, l'Italie et la Banque centrale en faveur de la croissance et de lutter contre une inflation trop basse. Mais voilà quelqu'un qui est optimiste, en tout cas. Absolument. Jacques Attali. C'est-à-dire que les orages sont si terribles que la peur va faire prendre des bonnes décisions. Je reviens à la question que vous avez posée d'emblée, la Faut suite sortir de l'Union du européenne. film où on voit une sorte de tourbillon inéluctable avec l'échec définitif de François Hollande. On se demande s'il n'est pas ramassé à la petite cuillère tout de suite. Là, on voit bien. D'ailleurs, c'était pas un film, hein, c'était des Non, mais une extraits du journal succession, télévisé. certes, mais bon, moi j'ai dit ce que je pensais, la politique qui menait en ce moment et mon désaccord. En même temps, effectivement, il y a 3 ans, encore lié à la Constitution actuelle qui fait qu'il est en place et qu'il entend certainement y rester. Et moi, je ne m'inscris pas dans la démarche d'un certain nombre de ceux qui, depuis le début, même à gauche, veulent sa chute. Je ne me retrouve pas dans cette démarche. Je pense qu'il faut infléchir sa politique. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut encore redresser un certain nombre de choses. Et je pense effectivement que... Alors je vois bien la droite qui piétine d'impatience. Je vois bien Marine Le Pen qui se trouve avec effectivement un certain nombre de bons sondages dans les starting blocks. Mais quel moyen a-t-on d'empêcher cela? Je crois que c'est dans l'immédiat de prendre un cap qui puisse avoir l'appui du peuple, l'appui des gens, à partir des questions de justice sociale. Je ne rêve pas. Il est possible de faire quelque chose. Je suis effaré de cette boulimie de départ de Hollande. Voilà, c'est Mais pas je sérieux. vous rappelle, C'est Robert pas Hugues, sérieux. que aussi bien François Hollande que Manuel Valls ont dit qu'ils ne pouvaient pas changer de cap, Mais- qu'il n'y avait pas d'autre Eh politique ben moi, je pense le possible. contraire. Je pense le contraire. Parce que s'ils ne changent pas de cap, ils ne tiennent pas compte de l'électorat qui les a élus. Or, c'est cet électorat-là qui peut les sauver. Et à partir de là, je pense qu'on peut infléchir. Moi, je ne suis pas un frondeur du Parti socialiste. Je suis en dehors. Je ne suis pas social-démocrate. Je n'ai pas envie de le devenir. Mais ce que je vois bien, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une inflexion. Il n'y a pas que cette politique de l'offre systématique. Il peut y avoir des inflexions. Et ça, François Hollande doit les prendre. C'est sa chance. C'est sa chance. S'il ne fait pas ça, eh bien, effectivement, on va à la situation catastrophique qui est annoncée. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui enterrent tout le monde. Je suis optimiste aussi. Je crois qu'on peut encore changer les choses. Mais il faut faire confiance aux gens qui ont élu François Hollande pour qu'il prenne en compte ensuite lui-même ce sur quoi il s'est engagé. C'est ça la question majeure. Tenir ses engagements. C'est ce qui tue la politique, de ne pas tenir ses engagements. Cécile Philippe. Oui, non, mais je pense que Hollande a toutes les chances d'être réélu s'il arrive à inverser la courbe du chômage. Et inverser la courbe du chômage, ça veut dire inverser toutes les politiques qui ont été faites depuis une quarantaine d'années. Et je reviens à aider,
éviter d'empêcher. Parce qu'avant d'aller regarder ce que fait l'Union européenne, je trouve qu'il faudrait qu'on regarde ce qu'on fait en France. C'est-à-dire que nous, notre marché du travail, il est classé 107e par le Forum économique mondial. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que nous, on cumule tous les handicaps. Le SMIC le plus élevé, les charges sociales les plus élevées, la durée légale qui est extrêmement réglementée. Vous avez à côté de ça des tas d'aides. Vous avez le monopole de l'assurance chômage, etc. Mais on a un carcan. Quand je vous entends dire, oui, créons nos jobs. Mais moi, j'ai créé mes jobs, mais je me retrouve à la fois dans le rôle de l'employeur et du salarié, et je vis cet écartèlement permanent d'être du côté employeur et de voir le montant colossal que je paye, et d'être du côté salarié et de voir, finalement, il m'en reste pas grand-chose. Au bout du compte, la France est un des pays qui paye le mieux ses salariés, et le salarié est celui qui en récupère le moins pratiquement avec la Belgique. Donc, on a cette situation, mais absolument Comment ? Les cotisations, c'est du salaire, hein, c'est du salaire. Oui, mais pas que du salaire, non, parce que c'est vrai, il y a des prestations qui viennent en échange, mais c'est pas un choix. De toute façon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous ne choisissez pas exactement ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a des gens qui trouvent que finalement ça coûte bien trop cher et ils préfèrent finalement ne pas rejoindre le marché du travail, etc. Donc non, c'est pas une solution. Moi, je pense au Danemark. Le Danemark, c'est 2% de charges sociales et un marché du travail qui fonctionne super bien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en France, si on ne résout pas ce problème-là, quel que soit l'homme politique, et qu'on continue. Alain Duhamel, il y a 20 ans déjà, disait les peurs françaises, et c'était le chômage. Donc ça fait des années et des années que le chômage absolument ruine le moral des Français. Donc Hollande résout le problème du chômage en inversant 30 ans de politique publique et en permettant aux gens d'embaucher, de débaucher et de simplement signer des contrats de travail. Pas simplement la Constitution, le contrat de travail aussi, parce que le contrat de travail, on n'a pas prise dessus. Pratiquement aucune des clauses sur le contrat de travail peuvent être décidées par ceux qui signent le contrat en question. C'est quand même hallucinant. Puisqu'on parle de rentrée, on pourrait parler de la rentrée scolaire. Parce que le principal cause profonde du chômage en France, je reconnais qu'il y a beaucoup de problèmes liés au marché du travail, au blocage de toute nature, etc. Mais la principale cause du chômage en France, c'est la non-qualification des gens. C'est le fait qu'il y a 150 000 personnes qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire. Et ça s'ajoute tous les ans. 80% des chômeurs, 70% des chômeurs, entre 70 et 80% des chômeurs, sont des gens qui ne sont pas formés ou qui ont eu des emplois qui correspondaient à des emplois non formés. Les gens qui sont formés ne sont pas chômeurs, jamais, presque jamais. Ou en tout cas, quand ils le sont, c'est bref, ils retrouvent un travail. Donc, le drame de la société française, c'est l'échec immense de nos systèmes de formation. Immense. J'entends principalement l'enseignement, l'école primaire et l'école secondaire. C'est pas la faute des professeurs, sans aucun doute, ils y ont leur rôle certainement aussi, mais en tout cas, le système a échoué. C'est certainement la faute d'un système de formation permanente qui échoue. Je le disais tout à l'heure, on gaspille 32 milliards à rien. En Allemagne, il y a 2000 centres de formation permanente. En France, il y a 60 000 centres de formation permanente. C'est un gaspillage fou avec ces 32 milliards, donc pratiquement pas un sou n'est utilisé à former les chômeurs, alors que c'est eux qu'il faut former en priorité. En Allemagne, on utilise le tiers de l'argent de la formation permanente pour former le chômeur. En France, on utilise 2% de l'argent de la formation permanente pour former les chômeurs. Pourquoi ? Parce que les syndicats et le patronat sont tout à fait d'accord, les chômeurs, ça ne les intéresse pas. C'est pas dans la circonscription électorale. Donc les chômeurs, ça n'intéresse personne. Donc c'est ça qu'il faut changer profondément. Pourquoi est-ce que l'école ne s'est jamais intéressée à la formation permanente ? Pourquoi est-ce que l'université ne fait pas de la formation permanente et la laisse à des boîtes à bac ou des entreprises plus ou moins de qualité pour certaines, douteuses, beaucoup plus que douteuses pour beaucoup d'autres ? Il y a là d'immenses gaspillages. Et puisqu'on parle de rentrée, pour moi la rentrée la plus catastrophique, c'est la rentrée de l'école et la rentrée de la formation. Maragouillet. La rentrée scolaire, oui, c'est vrai qu'elle est bizarre. Donc j'ai déjà parlé des rythmes scolaires et là vraiment Philippe Muret nous manque. Il aurait fait quelque chose de merveilleux sur ces 3 heures déplacées, sur les activités périscolaires. La rentrée est étrange parce qu'on a un nouveau ministre qui rentre en même temps que nous. Et ce que je trouve en plus encore plus étrange, c'est qu'on a un ministre qui subit des attaques inouïes de la part, on a vu les unes de Valeurs Actuelles ou de Minutes, et que personne ne réagisse vraiment. Enfin, on n'imagine pas ça dans les années 80. Tout le monde serait dans la rue s'il y avait des unes comme ça et des attaques de ce type contre un ministre de la République, contre le ministre de l'Éducation nationale. Donc moi, la justice va être saisie, j'espère d'ailleurs. Oui, mais il y a la justice, mais il y a aussi quand même une inertie, je trouve, dans le pays.
c'est inouï, ces attaques. C'est la même chose l'année dernière, donc les gens n'ont un oui, peu mais assez, quoi. on s'habitue, on se Vous avez raison, mitridatise, on s'habitue c'est scandaleux. Je trouve que il y a un atermoiement devant cette situation. Alors la rentrée scolaire est catastrophique, pas pire que... 150 000 personnes sortent de l'école sans savoir lire et mais écrire. alors là, justement, j'ai écrit un livre pour montrer qu'il y a des solutions. Oui, il y a mais des solutions, mais le problème, c'est que les solutions qui sont proposées en général ne tiennent pas compte des élèves. On préfère faire des IRM aux élèves plutôt que de leur demander comment ils peuvent apprendre, quelles sont leurs représentations, quels sont leurs mondes. Et on a un travail qui n'est pas non plus immense, enfin incroyable à faire, mais c'est juste un changement de mentalité. Il faut que le professeur tienne compte quand il fait son cours, qu'il fasse son cours sans le raboter ni les vanter ni rien. Il faut qu'il fasse un vrai cours, mais pour faire ce cours, il faut qu'il tienne compte des représentations qu'ont les élèves. On n'a pas devant nous des abstractions dans un climat chimiquement pur. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail de création des maillons intermédiaires entre l'école, l'enseignement, le savoir et les élèves, on n'y arrivera pas. Enfin, on construit sur du sable. Pour les parents aussi, vaste... Oui. Vous allez plus haut dans votre livre, vous dites que le monde a beaucoup changé et qu'on dirait que l'école, en tout cas que les professeurs, n'en tiennent absolument pas compte. Mais on fait cours à peu près, on met du numérique pour faire joli, mais on fait cours à peu près comme il y a 50 ans. Et le problème, c'est parfois, d'accord, oui, des lubies pédagogiques complètement débiles, les maths modernes, la grammaire du discours, d'accord, c'est complètement débile et ça a été préjudiciable à l'école. Mais l'autre vrai problème, c'est qu'on a accueilli quantité d'élèves nouveaux de milieux différents et qu'on a eu la muflerie de ne pas en tenir compte. Et c'est ça le problème. Donc, moi, vraiment, je pense que d'abord, il faut faire un état des lieux de ce qui se passe dans les classes et à partir de cet état des lieux, en tout cas c'est ce que je tente de faire, tirer des conclusions en termes de formation des maîtres. Mais justement, il y a beaucoup d'expériences qui fonctionnent aujourd'hui, justement de profs qui se débrouillent, qui se prennent en main eux-mêmes et qui, au lieu d'attendre que l'école change, la changent eux-mêmes. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples que vous connaissez, où il y a des profs qui disent, écoutez, moi j'en ai assez, je ne suis pas les programmes, je sais maintenant que ce qui marche, c'est quand moi je parle directement avec les parents de mes élèves, je parle avec eux, je leur envoie des SMS tous les soirs. Mais c'est pas normal de ne pas suivre les programmes. Non, mais attendez, j'envoie, c'est ça. Les fonctionnaires, c'est comme ça que ça va changer. Le pays ne changera que si on sort de l'étouffement, que si on libère les choses, que si on expérimente. Je peux vous citer plein d'exemples de jeunes professeurs qui décident de faire ça et qui ont eu, par exemple, cette année, des résultats au bac de 100% alors qu'ils venaient de 60%. Simplement parce qu'ils ont décidé de se débrouiller eux-mêmes, de se prendre en main, de faire que le métier soit une réussite. Et pour ça, ils ont compris que la meilleure façon, c'était d'intéresser les parents des élèves, de faire en sorte de parler avec les parents. Mais les relations avec les parents, ça c'est vrai, sont fondamental. aberrantes. On se croirait des parents divorcés, les parents et les profs. On est là de part et d'autre. Au lieu d'attendre qu'une nouvelle circulaire vous dise comment parler aux parents, parlez aux parents. Faites-le vous-même. Je vous interromps juste pour pas faire un débat sur l'école, pas de débat sur l'école. Très court. Moi, je suis très attentif à ce que j'entends là, et il y a effectivement une profonde modification à apporter au système éducatif. On le voit bien. Effectivement, il est défaillant. Et vous m'avez entendu être sévère par rapport au gouvernement. Il reste qu'il y a eu des dizaines de milliers d'emplois supprimés à l'éducation nationale dans le quinquennat précédent. Accordez-moi au moins, et je ne suis pas tendre, avec le gouvernement, mais accordez-moi au moins que là, il y a un effort important qui est fait, avec des difficultés d'ailleurs, parce que on trouve peu de gens formés encore au niveau où il le faudrait, mais il reste que... Mais des postes, pourquoi faire si on fait toujours pareil, je vous arrête pour qu'on revienne à... Sur le quantitatif, ça existe aussi. Et quand on a un peu moins d'élèves en classe et un peu plus de professeurs, ça marche quand même mieux de façon générale. Pour faire toujours la même chose, ça sert un peu, mais pas tant que ça. Revenons, si vous le voulez bien, à la rentrée catastrophique dont nous parlons depuis le début de cette émission, mais qui n'est pas la rentrée scolaire. Là, je pensais à la rentrée générale. Juste un dernier mot avant de se séparer. Vous êtes très pessimiste pour les semaines, les mois qui viennent, Étienne Chouard ? Non, moi, je suis pessimiste, oui, parce que je vois la guerre qui approche, mais ce que je vis dans les ateliers constituants, parce que les gens sont en train de prendre les problèmes à la racine et de reconstruire leur puissance politique.
En écrivant une nouvelle constitution ? Nous nous entraînons à écrire, non pas la constitution, mais à écrire notre constitution, notre contrat social. Nous nous entraînons à instituer nous-mêmes notre puissance. On a compris qu'il fallait arrêter d'élire l'Assemblée constituante. Il ne faut plus que les constitutions soient écrites par les professionnels de la politique. Il faut que ce soit nous-mêmes qui écrivions les règles de contrôle des acteurs politiques. L'impuissance dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Gaucher, elle est écrite dans la Constitution parce que nous avons renoncé à l'écrire. Et ce que nous faisons, et on n'attend rien des élus, bien sûr, ce n'est pas eux qui vont nous aider, mais ce que nous faisons par éducation populaire, nous apprenons, nous nous entraînons à écrire nous-mêmes. Et ça donne un espoir important, un espoir... Très vite, en 2 mots, Coralie Delhomme. Oui, moi je suis très pessimiste parce que je ne pense pas du tout que les solutions se résident au niveau individuel ou du micro-local ou de s'épanouir ou de créer des phalanstères. Ça, c'est inviter les gens à continuer à se désintéresser de la politique. Je pense au contraire qu'il faut que la France retrouve une part importante de sa souveraineté, quitte à faire exploser les cadres qui nous empêchent d'être pleinement souverains, parce que la souveraineté, c'est la condition même de la démocratie. Alexandre de Vitry. Pour finir, une remarque sur une autre rentrée, mais à mon avis, c'est symptomatique d'un même phénomène. C'est dans la rentrée littéraire, le fait que Emmanuel Carrère soit pas sur la liste du Goncourt est la preuve d'une sorte de déconnexion de la réalité, parce qu'il y a une évidence de l'importance dans l'histoire littéraire de ce livre qui reprend le fil d'un travail mené par Renan. C'est clairement important qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Carrère. Bon. Et ce jury, par inertie, parce qu'ils n'aiment pas trop Carrère, parce qu'ils savaient qu'ils allaient nommer un tel ou un tel, eh bien, reste sur une espèce de roue de hamster qui tourne sur elle-même, exactement comme les hommes politiques qu'on a entendus dans les petits reportages qu'on a vus. Alors ça a l'air d'en avoir rien à voir, de pas du tout connecté, mais à mon avis, c'est le symptôme d'un... Donc il faut être très pessimiste. Parce Alors, que dernière question à Marcel Gaucher. Vous avez été invité, Marcel Gaucher, à prononcer la conférence inaugurale du 17e, je crois, rendez-vous de l'histoire à Blois du 9 au 12 octobre. C'est sur le thème des rebelles. Or, un écrivain, Édouard Louis, et un philosophe, Geoffroy de la Gasnerie, ont appelé à boycotter les rendez-vous de Blois à cause de votre présence. Un rebelle, ont-ils dit, est forcément progressiste, et vous, il vous accuse d'être un militant réactionnaire, de tenir des discours inacceptables. Tout ça a provoqué un tollé, d'ailleurs, mais vous n'avez pas réagi. C'est un acte d'accusation délirant. Qu'est-ce que vous voulez répondre à un délire ? Derrière toutes les imputations qui m'étaient faites, vous n'avez pas une citation renvoyant à un propos que j'aurais tenu, et ceux qui m'étaient attribués ne sont pas de moi. Comble du comble. Et y a-t-il lieu de répondre et d'ajouter du dérisoire à de l'imbécile ? Donc vous prononcerez bien la conférence inaugurale des rendez-vous de Blois. Sauf si on en empêche. Très bien. Dernier mot, Robert. Oui, sur le pessimisme. Moi, je crois, je suis optimiste par nature, hein, un peu comme Gramsci l'exprimait. Mais voilà, il y a une chose qu'on n'a pas pu évoquer ce soir, c'est tout à fait normal. Ce qui m'inquiète énormément, ce sont des drames qui sont autour de nous, dans le monde, en train de grandir. Je pense à l'Irak, je pense à la Libye, je pense aux otages au Libéria, je pense à ce qui se passe en Europe, je pense à toute une série de choses qui font... le virus Ebola, voilà des choses qui sont de nature aussi à rendre inquiet sur le monde et sur lesquels il faut se mobiliser. Je crois qu'on ne peut pas l'oublier aujourd'hui. C'est fondamental aussi. Il y a bien nos affaires françaises, mais il y a ces grands problèmes internationaux qui doivent être pris à bras-le-corps, et ce sont de véritables drames. Un dernier mot, Jacques Attali ? Pour moi, j'ai toujours pensé que le pessimisme était la condition de l'optimisme. C'est-à-dire, il faut être pessimiste pour savoir qu'il y a des dangers, et c'est comme ça qu'on réussit à être optimiste. C'est la prudence. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se quitte en musique avec Georges Ezra. Il est anglais, il a 21 ans. Le clip de sa chanson Budapest, que nous allons entendre dans un instant, a été vu plus de 10 millions de fois sur Internet. C'est la première fois qu'il est en live à la télévision française. Il nous interprète Budapest en solo en attendant la sortie de son premier album le 22 septembre. Georges, c'est à vous. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I divido. My acres of land I have achieved,
It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, I'd lose it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it